Bonjour à toutes et à tous, merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Aminata Ndiaye. Elle est sociologue, spécialiste genre, ayant fait toutes ses études au Sénégal à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Elle a travaillé pendant 15 ans pour le monde rural, puis dans la gouvernance locale et le secteur de la santé. Notre invitée est militante engagée pour les droits des femmes, qui lutte aussi contre toute forme de violence. Aminata Ndiaye est engagée sur les questions de développement, de justice sociale et la prise en compte des besoins des femmes et des jeunes. Madame Ndiaye, bonjour et bienvenue sur Walf TV. Bonjour Hassan, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un de vos combats, l'immigration irrégulière, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur au Sénégal. Si vous deviez me décrire ou bien me définir l'immigration irrégulière, quels sont vos mots? Merci beaucoup déjà Hassan, je voulais vous remercier pour cette invitation, pour dire que c'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver ici à la radio Walfadjri, la voix des sans-voix, d'être dans votre plateau et par votre voix, je salue toute l'équipe de Walfadjri et votre président, M. Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. Merci. Donc, comme vous l'avez dit, moi je suis engagée sur toutes les questions sociales qui sont liées à la cause des femmes et des jeunes. Et aujourd'hui, l'immigration clandestine, bien vrai que c'est pas un phénomène qui est nouveau, il est important de le dire. On peut questionner l'histoire beaucoup plus loin, mais actuellement, nous avons vu des vagues déferlantes encore de jeunes qui sont prêts pour l'immigration. Et quand on fait le parallélisme, chaque fois que ces vagues sont en hausse, on ne peut pas ne pas faire le lien avec les contextes nationaux. Vous voyez la période juste dans les années 2010-2012, vers la fin du mandat du président Abdoulaye Wade, vous avez vu le phénomène était en hausse avec Mbekbi, Barza ou Barzak, où il y a eu toute cette politique-là. Et il est important de questionner qu'est-ce qui fait partir ces jeunes. Et d'ailleurs, c'est la question que j'aimerais vous poser. Qu'est-ce qui fait partir ces jeunes? Je vous l'ai dit, on ne peut pas ne pas faire le parallélisme entre la situation, soit sociale, économique du pays, qui est en lien avec cette hausse de la migration clandestine. Clandestine parce que c'est des jeunes qui sont candidats pour l'Europe, par des voies non reconnues, aller à la mer, dans des pirogues de fortune, aller à la clandestine parce qu'ils partent pratiquement sans droit, mais clandestine aussi sans papier. On se dit pourquoi? Pourquoi ces jeunes-là veulent quitter le pays pour aller? Moi, je ne me suis pas limitée. J'ai rencontré ces jeunes-là. Et avant, j'entendais toujours, oui, c'est parce qu'ils sont désespérés. Mais quand tu entends les jeunes parler eux-mêmes, tu dis, mais pourquoi vous allez à la mer? Est-ce que vous savez que la mer, comme on dit en Wolof, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Quand on est en mer, soit on plonge ou on arrive là où on va. Donc c'est pratiquement la mort assurée. Ils vous disent, mais madame, nous on est déjà morts. On ne vit pas. Là, le désespoir est à son summum. Summum. Et je vais revenir sur des données. La population sénégalaise est excessivement jeune. Plus de 76% de la population est jeune et les moins de 20 ans comptent 60% de cette population. Donc c'est une population extrêmement jeune. Et dans ces 76%-là, si on extrapole pour dire que plus de 50% sont hopeless, sans espoir, vous voyez que ce pays-là est dans un problème. Ils sont désespérés. Ils vous disent, on ne vit pas déjà. On est déjà mort, donc aller à l'immigration, on tente, soit on vit, soit on meurt en route, mais de toute façon, c'est pareil, parce que notre vie ici n'a aucun sens. Partout ailleurs, c'est mieux qu'ici, c'est un peu ce que disent ces jeunes-là. Oui, c'est ce qu'ils croient. Et moi, je me dis, en 2023, des jeunes qui croient encore que l'Europe est une solution. Quand on regarde le monde actuellement, mais la France a plus de problèmes de chômage que nous. Donc, toutes ces vagues de xénophobie, ces jeunes qui ont des problèmes pour trouver de l'emploi, pour sortir de leur situation de précarité en Europe, qui connaît des crises depuis Covid, ou avant même la crise en Europe, tout le monde le sait, en plus de cette guerre en Ukraine, etc. Donc, toute cette géopolitique mondiale-là. Et malgré toutes ces informations-là, nos jeunes ici
croient que nous pouvons, que la solution, tout sauf le Sénégal, tout sauf l'Afrique, et que l'Eldorado, c'est encore au-delà des mers, c'est dans l'Hexagone. Moi, je suis toujours soufflée qu'à cette époque-là, que les jeunes puissent croire et qu'ils soient à ce niveau de désespoir-là pour dire qu'on ne peut pas, Sénégal, on peut pas réussir au Sénégal. L'immigration irrégulière est un véritable problème politique, comme le disait l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Aujourd'hui, on vit ces problèmes-là au Sénégal, mais que font nos autorités pour juguler ce problème? Vous vous rappelez, je pense qu'il y a plus de 20 ans, quand le président Abdou Diouf, à l'époque, disait que nous devons faire face à cette immigration-là, il y a 20 ans. Et tant qu'il y aura ces gaps-là, nord-sud, cette pauvreté accrue en Afrique, les gens vont aller par vagues pour envahir l'Europe. Ça, il le disait il y a plus de 20 ans. Il y a déjà plus de 20 ans. Et donc, c'est pas un phénomène nouveau. Mais chaque fois, comme je vous l'ai dit, que la situation du pays économiquement est difficile, ces jeunes-là sont motivés à aller mourir. Moi, je ne dis pas aller à l'immigration, ils sont prêts à perdre la vie. Et ils sont conscients qu'ils peuvent perdre la vie dans ça. Maintenant, politiquement, moi je me suis amusée sur des données factuelles, comme je vous le disais, à dire le budget du Sénégal 2023, à peu près 1336 milliards. Je pense que les économistes sont en train de nous écouter. Plus de 1300 milliards. Je me suis dit, mais quelle est la part du budget 5 000 milliards. Oui, 5 milliards. Quelle est la part du budget pour les jeunes? Quel est le pourcentage pour les jeunes? Très faible. Pour le ministère de la Jeunesse, je vais revenir sur le contenu de ces ministères. Pour le ministère de la Famille, même chose. Quand on cumule les deux, on n'a même pas 1/10 du budget national. Et tu fais le corollaire quand tu sais que plus de 76% de cette population-là est jeune. Voyez un peu le déséquilibre. Quelles sont les politiques? En quoi, je pense que dans plusieurs pays en développement, la question de la jeunesse est une patate chaude. On a toujours du mal, même quand tu vois dans les projets de développement, moi qui suis sur les questions de genre, chaque fois on a toujours du mal à dire qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les jeunes, que ce soit dans les projets de développement, d'agriculture, de santé, etc. On a toujours du mal à trouver la part des jeunes. Et corrélativement, il s'agit de la population la plus importante. C'est vrai qu'on peut questionner les ministères, il y a eu plusieurs fonds pour la jeunesse, ANPEJ, pour ne pas les citer, il y a DER, etc. Mais moi, je pose toujours la question d'abord de l'accessibilité de ces fonds-là. On dit que c'est pour les jeunes, un jeune qui sort de l'université. Mais les conditions, moi qui suis à 100% de mes capacités de pouvoir avoir des garanties, j'ai du mal à accéder à ces fonds-là. Donc cette jeunesse-là, tu n'as pas de garantie. Si c'est dans l'agriculture, il faut des terres, etc. Ils n'en ont pas. Mais même chose pour les femmes. Il y a tellement de conditions administratives, etc., que les jeunes qui sortent de l'université sont souvent découragés à aller vers ces fonds-là. Deuxièmement, ils n'ont pas souvent la bonne information, même que ces fonds existent, qu'ils ont accès à ces fonds. Ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'on communique réellement assez sur ces fonds-là? Le comble, c'est quand on accède à ces fonds-là pour aller à l'immigration. Tu prends de l'argent pour rester dans ton pays, mais tu te dis que l'Eldorado, c'est pas ici. C'est pas ici, ça j'aime bien le dire en relève. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de politiques qu'on met, mais on peut interroger l'accessibilité de ces fonds-là, la bonne connaissance pour les jeunes et peut-être même les formations. Quel genre de formation aujourd'hui on offre à nos jeunes? Justement, je voulais en venir parce que il y a des politiques mises en place par l'État pour fixer ces jeunes. Et pour fixer ces jeunes, il faut les former. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe au Sénégal, on se dit qu'il y a une adéquation entre le système de formation-emploi et le monde de l'emploi, ce qui fait que ces jeunes sont dans l'oisivité. Je pense on peut dépasser le mythe de tout le monde doit être dans un bureau, d'être dans son costume, etc., pour venir travailler dans un bureau. Je pense qu'on a promu assez l'entrepreneuriat. Mais quel genre de formation? Nos formations sont encore assez académiques
Quand tu sors avec un master en droit, qu'est-ce que tu sais faire réellement? Quand tu sors avec un master en littérature ou même en sociologie, hein, il faut que vraiment qu'il y ait beaucoup d'autres formations, des stages pour accéder à plus d'expérience, etc. C'est des formations très, très, très académiques. Bien vrai qu'il y a des efforts. Je vois des directions comme les 3 FPT que j'aime bien citer parce qu'ils font beaucoup de formations professionnelles pour les jeunes qui sont sortis du circuit ou qui n'ont pas pu se trouver de la place. Mais ça reste encore décalage entre la formation, les besoins d'entrepreneuriat, etc. Et la saturation. Vous voyez un jeune qui a son master, tout le monde vend du café Touba, je n'ai rien contre, hein, mais tout le monde est dans le même secteur. Vendre du café Touba, et on pourra reparler aussi des phénomènes des tchak-tchak sur Dakar, si vous le voulez bien. Donc, il y a quand même une différence, une rupture entre les besoins actuellement des jeunes en matière d'entrepreneuriat et les formations que nous recevons qui sont encore assez académiques. Si vous allez en Europe, dans les premiers cycles, avant le lycée, on vous oriente déjà. Je pense que tout le monde ne sera pas dans les bureaux, mais on vous oriente dans des choses qui pourront vous permettre de vous trouver quand même une formation professionnelle. Donc il faudrait revoir notre système. Il faut vraiment qu'on revoie, qu'il y ait une adéquation entre les jeunes, que cet entrepreneuriat que nous voulons promouvoir chez les jeunes et les types de formations qui restent dans le fond assez académiques et qui font que nos jeunes sont encore très paumés lorsqu'ils sortent et qu'ils doivent faire face au marché de l'emploi. Alors, ces jeunes risquent tout, y compris leur vie, pour regagner l'Occident. D'ailleurs, le Frontex parle de 330 000 franchissements irréguliers en 2022 en Occident. Quand on parle de 330 000 franchissements, combien sont morts en route, on ne le sait pas. Aujourd'hui, malgré tout, ces jeunes continuent d'y aller. Est-ce que le poids de la société ne compte pas aussi? Est-ce qu'on n'a pas une société qui est assez dure, assez violente sur les propos quand on parle de ces choses-là? Bon, moi, sur la violence, je me dis que les jeunes, on va en reparler, hein, on fait montre d'une violence extraordinaire, c'est moi. Mais je me demande si ce n'est pas nous-mêmes, les adultes ou leurs parents ou qui sont en train d'exercer finalement cette violence sur eux. Dans tous les cas, toutes ces formes de violence que nous avons constatées, moi, je me dis que notre jeunesse est en train de nous parler. Cette jeunesse est en train de communiquer en désarroi versus immigration clandestine, versus tous ces images de violence qu'on a vues. Pour moi, c'est une communication pour dire on va mal, on va très très mal. Est-ce qu'on les entend? Ça, c'est la deuxième chose. Mais si on revenir sur le point sociologique, quand on dit aux jeunes, pourquoi vous voulez partir? Ils vous disent, je veux devenir quelqu'un, de mon bëgg et le symbolique de la mère, je veux faire quelque chose pour ma maman, je veux construire une maison pour ma maman, je veux l'amener à la Mecque, je veux. Et pour elle, je veux partir. Mais le comble aussi, moi, mère, je vends mon bijou en or. J'ai 1 million, je donne ça à mon enfant. Au lieu qu'on aille faire dans l'entrepreneuriat autre, je lui donne pour qu'il aille en mer, en Europe. Je lui crée son cercueil, son visa gratuit pour aller mourir. C'est ça le problème. Et ce jeune-là se dit que son départ est valorisant. Je pense que j'avais lu une recherche de mon grand frère, Cheikh Omar Ba, il part qui a beaucoup questionné ces questions d'immigration clandestine. Pour eux, c'est un départ valorisant parce qu'ils vont chercher une autre vie. Pour qui? Pour leurs parents. Il y a énormément de pression. Ces jeunes-là que je rencontre à Hambourg ou ailleurs qui vous disent que moi, j'ai de la pression. Ma mère me compare à d'autres. Tu as vu le fils de tel. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à décoller? Qu'est-ce que tu fais dans la maison? Pourquoi tu dors jusqu'à certaines heures? Et finalement, on fuit ce foyer-là pour aller se dire on va aller en mer. Parce que ce que je vis là, il vaut mieux partir. C'est une autre façon de mourir autrement, je me dis. Donc il y a cette pression-là. Il faut que je devienne quelqu'un. Ils vous disent même pendant les deuils, on nous attend sur rien. Notre avis ne compte pas. Et dans ça, c'est une mort sociale en fait. Et ils cherchent quelque part à ressusciter en allant vers ce suicide qui est finalement collectif. Alors, donc c'est une question transversale et la réponse doit venir de tout le monde.
de tout le monde. On a effleuré le rôle de l'État, on pouvait aller plus vite, mais moi je pense très sincèrement que quand on a une population, plus de 76% de jeunes, ces jeunes-là méritent une attention particulière, méritent des programmes, méritent vraiment qu'on les prenne en charge, qu'on puisse les orienter, qu'on les mette dans les structures, qu'on leur propose des solutions, beaucoup plus de contenu dans nos ministères de jeunesse, dans nos ministères de la famille, de la femme, etc. Parce que c'est deux franges. Plus de 50% de la population pour les femmes et 76% pour les jeunes. Je pense qu'il est temps de revoir toute cette politique-là. Mais de comprendre aussi tout ce poids social, sociologique qui pèse et qui vient parfois des parents, ces pressions qui viennent des parents. On veut réussir pour la mère, mais également c'est la mère qui met la pression pour dire « regarde le fils de tel et l'autre de tel ». Donc, quand on jugule tout ça, on se dit finalement qui exerce la violence. Vous avez tantôt parlé de l'État, revenons-en. Le Sénégal, d'ailleurs, s'est doté d'une stratégie nationale contre la migration irrégulière pour réduire ces phénomènes à l'origine 2033. Oui. Et d'ailleurs, prévention, emploi et financement, gestion des frontières, répression, protection, réinsertion, ce sont les mots du gouvernement. Est-ce la solution? On peut les questionner, hein. Parce que même les pays en Europe, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à se protéger de ces vagues-là. Comment? En cherchant des projets pour fixer la coopération espagnole, par exemple, mais beaucoup de ressources dans des projets de retour, soit des migrants qui sont là-bas, ou ceux qui veulent venir. Des immigrés ou ceux qui veulent venir. Ça, c'est des projets d'appui à l'agriculture, des fermes, etc. Il y a eu beaucoup de ressources que l'État a reçues de ces coopérations-là pour permettre de fixer ces jeunes-là. Mais à l'horizon, qu'est-ce que ça a donné? On peut questionner. La répression, ça va venir, qu'on le dise ou pas, parce que c'est la protection des frontières aussi. Et bon, je dirais que c'est de bonne guerre, ils ont envie de se protéger. Mais pour moi, les solutions ne sont pas là-bas. C'est faire comprendre aux jeunes qu'on peut devenir quelqu'un ici. On peut trouver du travail au Sénégal, on peut étudier au Sénégal dans de bonnes écoles, on peut trouver des activités génératrices de revenus, on peut avoir un travail décent, vivre tout simplement dans notre pays. Et pour ça, recréer l'espoir. Peut-être qu'on va aller sur les perspectives dans ça. Mais on peut questionner toutes ces politiques-là pour dire qu'est-ce que ça a donné vraiment. Et pour recréer l'espoir, comme vous venez de le dire, il faudrait peut-être l'industrialisation. Mais aujourd'hui, au Sénégal, en Afrique, on vend nos matières premières. Et c'est comme si ces jeunes ne faisaient que suivre ces matières premières. Ils ne font que suivre ces matières premières. Et voyez les investissements. J'ai 200 millions, 300 millions. Je vais mettre ça dans un grand bâtiment R+X. Je vais faire 30 appartements qui vont me revenir 200 000 par mois. C'est ça les investissements au Sénégal. Oui, c'est vrai, vous avez construit, vous avez vos appartements, ça vous amène de l'argent. Au bout de 5 ans, vous avez rentabilisé votre bien. Mais on ne crée pas de richesse. Qu'est-ce qu'on fait? 1 ou 2 vigiles, des femmes de ménage pour nettoyer ce bâtiment. C'est tout. En fait, on n'a pas aussi des investissements en secteur privé qui accepte aujourd'hui de prendre des risques pour cette jeunesse-là. Mais il faut des politiques extrêmement hardies, audacieuses, créatives, et qu'on fait avec ces jeunes-là pour avoir des solutions. On ne va pas les faire. Il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils veulent faire. Mais ils ont besoin aussi de modèles. Parce que quand tu interroges les jeunes, ils vous disent on vous dit en Europe c'est la crise, rien ne marche. C'est pas bien, mais ceux qui sont là-bas ne veulent jamais revenir. Et au bout de quelques années, ils construisent leur maison, ou en tout cas, ils changent de train de vie totalement. Donc, ça veut dire que c'est bien là-bas. Moi aussi, je veux aller. Il faut qu'ils voient des modèles, des gens qui sont ici, qui doivent tout à leur pays et qui sont en train de réussir. Mais c'est un environnement qui soit favorable, c'est toute une paix sociale. On va en revenir. C'est des politiques en leur faveur. C'est une écoute aussi. Pas parce que ça a chauffé sur tel mois, X mois, le gouvernement s'ouvre pour parler à ces jeunes-là, faire des forats online. Je n'ai rien contre. Écouter les jeunes, construire des maisons de jeunes, etc. pour un temps.
Non, il ne faut pas qu'on saupoudre, il faut qu'on soit dans des solutions structurantes à longue durée, j'allais dire vraiment sérieuses, pour prendre en compte effectivement ces jeunes-là. Mais il faut aller vers eux, il faut les écouter. Qu'est-ce qu'ils font de leur nuit? Des jeunes qui se réveillent, qui disent demain matin je n'ai nulle part où aller. Je n'ai rien à faire. Alors, au-delà des politiques pour fixer ces jeunes-là, il faudrait aussi revoir peut-être notre politique migratoire parce que, quelle que soit la situation, il y aura des gens qui vont partir et oui. Ça, il faudrait peut-être revoir la stratégie des visas. Des visas, parlons-en. Les visas, même quand tu as... Je dirais, tu es dans de bonnes dispositions, tu présentes un profil, c'est extrêmement compliqué actuellement l'affaire des visas. Quand tu as un profil, maintenant quand tu es jeune, à un certain âge, demander un visa, c'est compliqué. Des fois, même pour des réunions à l'étranger, si tu es jeune, les gens se méfient. Pour aller à des concerts, je ne sais même plus si ça se fait jusqu'à présent. C'est très compliqué. Parce que, bon, il y a cette méfiance-là aussi. Même pour les étudiants, maintenant, aller étudier, il faut vraiment être dans de très, très bonnes conditions, avoir un référent en Europe, quelque chose d'extrêmement clair pour pouvoir traverser les frontières. Je pense qu'il y a aussi toute cette politique-là à revoir autour de notre du ministère des Affaires étrangères pour revoir cette histoire de visa. On va reposer la question de la réciprocité. C'est très facile d'entrer au Sénégal, mais pour entrer ailleurs, dans un même pays à qui tu facilites toutes les entrées, mais pour entrer chez eux, c'est un grand problème. Même en Afrique, je ne parle même pas de l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On est le pays de la Teranga, on est très ouvert, nos frontières sont très poreuses, c'est très facile d'entrer. Mais derrière, la réciprocité. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait du question de la diplomatie? Bon, je ne suis pas... On pourrait interroger tout ça. Une question pour terminer, Aminata Ndiaye. Oui. Vous êtes sociologue. Pour comprendre ces phénomènes, il nous faut l'avis de ceux qui étudient la société. Pourquoi vous faites rare, vous, les sociologues? C'est une bonne question. Moi, je dis, à chaque fois qu'il y a des événements sur RFI, etc., qui qui parle? C'est les anthropologues, c'est les sociologues. Parce que nous avons, aujourd'hui, on ne peut pas interroger la société. Les jeunes sont en train de casser et se limiter là. Nous ne pouvons pas le faire. Je l'ai dit à mes amis, on a des groupes de sociologues et nous réfléchissons entre nous. On a des groupes où on monter les choses, démonter, etc. J'ai dit c'est bien, mais il faut qu'on sorte quand même. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de responsabilité sociale. Toute personne qui comprend, qui a étudié les phénomènes de société ne peut pas rentrer chez lui, aller dormir dans une société. Là où on en est actuellement au Sénégal, je pense que c'est impossible. Mais je pense qu'on nous a beaucoup confondus avec les psychologues ou autres. Je pense que les politiques et les économistes occupent beaucoup le terrain. Ou alors on nous confond, si c'est des femmes dans les luttes féministes, etc. Non, je pense que vraiment on a notre mot à dire parce que nous sommes sur des faits. Nous partons des choses factuelles que nous analysons. Et vous savez, quand on prend l'histoire de la philosophie, etc., la sociologie était vue comme la médecine du social. Donc, vous voyez un médecin médical qui voit des patients qui ne peut pas, qui a prêté serment, qui ne peut pas les soigner. Vous voyez dans l'état c'est exactement l'état dans lequel le sociologue doit se trouver parce qu'il est médecin du social. Merci à vous, Aminata Ndiaye. Merci à vous, Hassan. Merci beaucoup. Aminata Ndiaye, sociologue, était notre invité dans ce magazine de la mi-journée. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Wolf TV. Nous revenons juste après le journal pour la version Wolof.